Le silence dans la salle d'audience était total. On pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation, le grattement du stylo de la sténographe et le cœur battant de Preston Sterling. Il était assis là, ajustant son costume à $3000, un sourire narquois aux lèvres. Il avait gagné. Il gardait le manoir, les voitures et l'entreprise. Sa femme, Audrey, repartait avec rien d'autre que les vêtements qu'elle portait. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Le juge s'éclaircit la gorge, tenant une seule enveloppe scellée, qui venait d'être présentée comme preuve. Il regarda Preston, puis Audrey, et enfin lut à voix haute le nom sur le document. Ce n'était pas Audrey Sterling, ce n'était même pas son nom de jeune fille. Quand ce nom résonna contre les murs en acajou, le sourire de Preston ne s'estompa pas seulement, il se brisa. Car, en une fraction de seconde, il réalisa qu'il n'avait pas seulement perdu le divorce. Il venait de déclarer la guerre à la seule personne qui le possédait vraiment. Preston Sterling était le genre d'homme qui n'entrait pas simplement dans une pièce. Il l'annexait. Mesurant 1,88 m, avec la mâchoire d'une star de cinéma et les yeux froids d'un requin de la finance, il était l'incarnation de l'excès à l'américaine. À 42 ans, il était le PDG de Sterling Dynamics, un empire de la logistique et du transport qui déplaçait tout, des puces électroniques à l'acier de qualité militaire, à travers l'Atlantique. Il était un nouveau riche, mais il le portait comme une vieille armure. Il était brillant, il était agressif, et il était indéniablement puissant. Et il traitait sa femme, Audrey, comme sa plus belle acquisition. Ils s'étaient rencontrés il y a 5 ans, dans un café du centre de Chicago. C'était un cliché, vraiment. Il était le magnat aboyant des ordres dans un téléphone portable. Elle était la brune discrète et silencieuse, lisant un livre de poche dans un coin, sirotant un latte qu'elle avait fait durer pendant 45 minutes. Audrey était belle, mais pas de la manière tape à l'œil et exigeante que Preston préférait habituellement. Elle avait une élégance douce, presque fragile. Elle était institutrice en maternelle, ou du moins c'est ce qu'elle disait. Elle conduisait une Honda Civic vieille de 10 ans. Elle portait des cardigans de prêt-à-porter. Pour Preston, elle était la toile blanche parfaite, une femme qu'il pouvait modeler, une femme qui serait reconnaissante de sa richesse, qui ne le défierait jamais, et qui serait parfaite à son bras au Met Gala. Il la courtisa avec la même intensité implacable qu'il utilisait pour acquérir des concurrents en difficulté. Des fleurs, des jets privés, des dîners au Lernada. Il l'a submergée. Et quand elle a finalement dit oui, Preston a ressenti une vague de triomphe. Il ne voulait pas seulement une femme, il voulait un public. Il voulait quelqu'un pour assister à sa grandeur depuis le premier rang. 5 ans plus tard, le public avait cessé d'applaudir. Le mariage s'était désintégré lentement, puis d'un seul coup. Ce n'était pas seulement les nuits tardives ou les voyages d'affaires à Monaco que Preston faisait avec son assistante de direction de 24 ans, Jessica. C'était le mépris. Preston s'était lassé du silence d'Audrey. Il prenait son attitude calme pour de la stupidité, sa patience pour de la faiblesse. Il a commencé à la réprimander devant le personnel. Il lui a coupé l'accès au compte joint pour lui apprendre la responsabilité financière. Il a installé Jessica dans un appartement à 3 rues de leur penthouse et n'a même pas pris la peine de cacher les reçus. Quand il a finalement signifié à Audrey les papiers du divorce, il l'a fait au petit déjeuner un mardi, entre 2 bouchées de son omelette de blanc d'œuf. « Ça ne marche pas, Audrey », a-t-il dit, sans même lever les yeux de sa tablette. « J'ai besoin de quelqu'un de plus dynamique, quelqu'un qui correspond à la marque que Sterling Dynamics est en train de devenir. On s'occupera de toi, bien sûr, dans la limite du raisonnable. » Il a fait glisser une épaisse enveloppe sur la table en marbre. C'était une offre de règlement, une misère, assez pour acheter un petit appartement en banlieue et une voiture d'occasion, mais rien de comparable à la vie qu'elle avait vécue avec lui. C'était une insulte. Audrey n'a pas crié. Elle ne lui a pas jeté son café au visage. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste ramassé l'enveloppe, son visage un masque de calme impénétrable, et a dit « Je vais faire examiner ça par mon avocat. » Preston a ri, un son sec et aboyant. « Ton avocat? Audrey, chérie, tu n'as pas d'avocat, tu as un numéro d'aide juridique enregistré dans ton téléphone. Rends-toi service. » Signé. « Si tu te bats contre moi, je t'enterrerai. J'ai des équipes d'avocats qui coûtent plus cher de l'heure que ce que tu gagnais en 1 an. Ne te ridiculise pas. » Il s'est levé, a boutonné sa veste et est sorti du penthouse, se sentant plus léger que l'air. Il était déjà passé à autre chose mentalement.
Il pensait à la fusion avec le géant néerlandais du transport maritime Van der Hoeven et au week-end de célébration qu'il avait promis à Jessica à Saint-Barthélemy. Il n'avait aucune idée que la femme assise à sa table de petit déjeuner ne regardait pas l'offre de règlement. Elle regardait son dos. Et pour la première fois en 5 ans, ses yeux n'étaient pas doux. Ils étaient d'acier. Audrey a attendu que les portes de l'ascenseur se ferment avec un tintement. Puis elle s'est levée et s'est dirigée vers la fenêtre, regardant l'horizon tentaculaire de la ville que Preston pensait posséder. Elle a sorti un téléphone prépayé de sa poche, un truc en plastique bon marché qu'elle avait acheté en espèces il y a 2 jours. Elle a composé un numéro de mémoire. Ça a sonné une fois. « C'est fait », a-t-elle dit, sa voix baissant d'une octave, se débarrassant du personnage timide d'institutrice, comme d'un lourd manteau. Il a signifié les papiers. Initié le protocole 7. Une voix grave et rauque à l'autre bout du fil a répondu. « Êtes-vous sûre, madame? Une fois que nous aurons commencé, il n'y aura pas de retour en arrière. Nous le dépouillerons jusqu'à l'os. » « Il voulait une guerre, Arthur, » a murmuré Audrey, pressant sa main contre la vitre froide. « Il pense qu'il se bat contre un mouton. Montrons-lui le loup. » Les semaines précédant la première audience ont été une leçon de maître en guerre psychologique, menée entièrement par Preston, ou du moins c'est ce qu'il croyait. Il a engagé l'avocat en divorce le plus agressif de l'État, un homme nommé Garrett Sterling. Aucun lien de parenté, mais Preston aimait la synergie. Garrett était un pitbull en costume, connu pour faire pleurer les conjoints adverses lors des dépositions. Leur stratégie était simple, affamer et écraser. Ils ont gelé les cartes de crédit auxquelles Audrey avait accès. Ils ont suspendu son adhésion au country club. Preston a même eu l'audace de changer les serrures de la maison de vacances dans les Hamptons, alors qu'Audrey était encore techniquement inscrite comme copropriétaire. Il la voulait désespérée. Il voulait qu'elle revienne en rampant, suppliant pour ce chèque de règlement afin de pouvoir payer son loyer. Mais Audrey n'a pas rampé. En fait, elle a pratiquement disparu. Elle a quitté le penthouse le jour même où il lui a signifié les papiers, n'emportant que ses effets personnels. Pas de bijoux, pas de fourrure, pas de sac de créateur, juste ses livres et ses vêtements. Elle s'est installée dans un hôtel de luxe anonyme du centre-ville, le Ritz-Carlton, a noté Preston avec un froncement de sourcils en voyant l'adresse sur la correspondance juridique. « Qui paye pour le Ritz ?» a demandé Preston à Garrett lors d'un déjeuner stratégique à l'Ivy. « Elle n'a aucun revenu. Je lui ai tout coupé. » Garrett haussa les épaules, coupant dans son steak. Probablement en train de vider une carte d'urgence dont tu ignorais l'existence. Ou peut-être qu'elle a trouvé un mécène. Peu importe, ça s'épuisera. L'important, c'est le contrat de mariage. Ah, le contrat de mariage. La fierté et la joie de Preston. Avant leur mariage, Preston avait forcé Audrey à signer un contrat prénuptial plus épais qu'un annuaire téléphonique. Il stipulait que tous les biens acquis avant le mariage restaient la propriété exclusive. Il stipulait que toute croissance des actifs commerciaux pendant le mariage était exempte de division. Il plafonnait la pension alimentaire à un taux fixe et humiliant et seulement pour une durée égale à la moitié de la durée du mariage. Il est blindé, Preston, l'a assuré Garrett, s'essuyant la bouche avec une serviette en lin. Je l'ai rédigé moi-même. Elle a renoncé à son droit de regard sur tes comptes offshore dans l'annexe. Elle a renoncé à la pension alimentaire si elle conteste l'accord. Nous l'avons coincée. Si elle se bat, elle n'obtient rien. Si elle signe, elle obtient des miettes. C'est gagnant-gagnant pour toi. Mais ensuite, la réponse est arrivée. Elle n'est pas arrivée par un coursier standard, mais par un service de sécurité privé. Une lourde boîte noire a été livrée au bureau de Garrett. À l'intérieur se trouvait un seul document, la réponse à la requête en dissolution de mariage. Et le nom du cabinet d'avocats représentant Audrey n'était pas une clinique d'aide juridique. C'était Blackwood Kingsman et Associés. Quand Garrett a vu l'entête, il s'est littéralement étouffé avec son café. Preston, assis en face de lui, fronça les sourcils. Quoi? Qui sont-ils? Des avocats véreux? Garrett avait l'air pâle. Non, Preston. Ce ne sont pas des avocats véreux. Ce sont les arrangeurs. Ils représentent les intérêts privés de la famille royale britannique. Ils gèrent les litiges immobiliers du Vatican. Ils ne font pas de divorce. Ils ne font pas de droit de la famille à Chicago. Eh bien, ils s'occupent de celui-ci, a lâché Preston, saisissant le papier. Qu'est-ce que ça dit? Demande-t-il la moitié. Garrett a lu le document,
son front se plissant de plus en plus à chaque ligne. C'est étrange. Il ne conteste pas le contrat de mariage. Preston cligna des yeux. Il ne le conteste pas? Non, dit Garrett, confus. Ils acceptent la validité du contrat prénuptial. En fait, ils l'appliquent. Ils veulent un jugement sommaire immédiat pour faire respecter chaque clause du contrat que tu as rédigé. Preston se pencha en arrière, un sourire suffisant se répandant sur son visage. Tu vois, je t'avais dit qu'elle était faible. Elle sait qu'elle ne peut pas me battre. Elle se couche. Elle veut en finir. Je ne sais pas, Preston, murmura Garrett, relisant la page. Blackwood et Kingsman ne prennent pas des affaires pour se rendre. Il y a quelque chose qui nous échappe. Pourquoi voudraient-ils faire appliquer un contrat de mariage qui laisse leur cliente sans rien? Peut-être parce qu'ils savent que je les détruirai s'ils ne le font pas, se vanta Preston. Fixe la date d'audience. Je veux que ce soit réglé d'ici la fin du mois. J'ai un mariage à organiser avec Jessica. La date a été fixée. Le 14 octobre. Preston a passé la semaine suivante à liquider certains actifs par précaution, déplaçant de l'argent dans des sociétés écrans au Caïman. Il n'était techniquement pas censé déplacer des actifs pendant un divorce, mais il l'avait fait une douzaine de fois auparavant. Il connaissait le système. Il savait que le temps que les auditeurs du tribunal trouvent la piste, il serait divorcé, et l'argent serait enterré sous 3 couches d'anonymat corporatif. Il se sentait intouchable. Il a assisté à des galas de charité avec Jessica à son bras, la présentant comme sa fiancée avant même que l'encre des papiers du divorce ne soit sèche. Il a donné des interviews à Forbes, se vantant des bénéfices records de Sterling Dynamics. Il était le roi de Chicago, mais il aurait dû remarquer les signes. Le premier signe fut le prêt bancaire. Preston a appelé son banquier personnel chez JP Morgan pour autoriser un prêt relais pour la fusion Vanderhoven. C'était une ligne de crédit de routine de 50 millions de dollars qu'il utilisait depuis des années. « Je suis désolé, Monsieur Sterling », a dit le banquier, sa voix tremblant légèrement. Le comité de prêt a refusé la demande. « Refusé ?» a rugi Preston dans son téléphone, arpentant son bureau. « J'ai 1 milliard de dollars d'actifs. Je suis client depuis 15 ans. Qui l'a refusé? »« C'est venu d'au-dessus du comité, monsieur, du conseil d'évaluation des risques. Ils ont cité une instabilité dans la structure de propriété. Instabilité. Je détiens 100% des actions avec droit de vote. » Preston a raccroché violemment le téléphone. Le deuxième signe fut les fournisseurs. 2 de ses plus grands partenaires d'expédition en Chine ont soudainement rompu leur contrat, invoquant la force majeure. Quand Preston a essayé de les poursuivre, il a découvert qu'ils avaient déjà été rachetés par une société holding dont il n'avait jamais entendu parler, Apex Meridian Group. Le troisième signe fut le silence. Audrey n'avait pas envoyé un seul texto, aucun message vocal en colère, aucune demande d'argent. C'était comme si elle avait cessé d'exister. Preston a ignoré les signes. Il était trop concentré sur son tour de victoire. Il est entré dans le palais de justice le jour de l'audience, portant un costume bleu marine Brioni, flanqué de Garrett et de 2 jeunes associés. On aurait dit qu'il assistait à une réunion du conseil d'administration, pas à un divorce. De l'autre côté de l'allée, les portes se sont ouvertes. Audrey est entrée. Elle ne portait plus ses cardigans. Elle portait un tailleur blanc sur mesure qui semblait coûter plus cher que la voiture de Preston. Ses cheveux étaient tirés en un chignon chic et sévère. Elle portait des lunettes de soleil sombres, qu'elle a retirées lentement en s'asseyant. Et à côté d'elle, ce n'était pas un avocat local. C'était Arthur Kingsman lui-même, un homme d'une 60aine d'années, britannique, impeccablement vêtu, avec la réputation d'être l'équivalent juridique d'une arme nucléaire. Preston se pencha vers Garrett. Pourquoi Kingsman est-il ici? Pour un litige sur un contrat de mariage. Garrett transpirait. Je ne sais pas, Preston, mais j'ai un très mauvais pressentiment. La juge, une femme sévère nommée juge Holloway, a frappé son marteau. Nous sommes ici pour l'affaire Sterling contre Sterling. Je crois comprendre qu'il y a une motion pour faire appliquer le contrat prénuptial. Oui, Votre Honneur. Garrett s'est levé, sa voix projetant une confiance qu'il ne ressentait pas. Mon client, M. Sterling, cherche à faire appliquer le document signé il y a 5 ans. Nous pensons que les termes sont clairs. Les biens propres restent propres. Arthur Kingsman se leva. Il ne projetait pas sa voix. Il ne criait pas. Il parlait avec un accent britannique doux et précis, qui forçait tout le monde dans la pièce à se pencher. « Nous sommes entièrement d'accord, Votre Honneur, » a dit Kingsman. « Ma cliente, l'intimée,
insiste pour que le contrat prénuptial soit suivi à la lettre, en particulier la clause 4, section B. Tous les actifs légalement titrés à une partie spécifique avant le mariage ou acquis par les fiducies indépendantes de cette partie pendant le mariage resteront la propriété exclusive de cette partie, intouchable par le conjoint. Preston sourit narquoisement. « Idiot, pensa-t-il. Cette clause me protège. »« Très bien, » dit la juge Holloway. « Si les deux parties sont d'accord, cela devrait être simple. Monsieur Sterling garde ses actifs. Madame Sterling garde les siens. »« Exactement, » chuchota Preston à Garrett. « La victoire la plus facile de ma vie. » Cependant, continua Kingsman, sortant un seul dossier épais de sa mallette en cuir, il y a la question de la définition des actifs. Vous voyez, Monsieur Sterling semble opérer sous l'impression qu'il possède Sterling Dynamics. Preston se leva, ignorant son avocat. Je l'ai fondée. Je l'ai construite. Bien sûr que je la possède. La juge Holloway frappa le marteau. Asseyez-vous, Monsieur Sterling. Kingsman sourit, un sourire froid et terrifiant. Monsieur Sterling a fondé la société d'exploitation. Oui, mais le capital, l'injection initiale de 100 millions de dollars il y a 5 ans, qui l'a sauvé de la faillite. Cela venait d'une société de capital risque, appelée Archimedes Ventures. Et alors? Lâcha Preston. Je les ai remboursés. Vous avez remboursé les intérêts, corrigea Kingsman. Mais la clause de participation, vous n'avez pas lu les petits caractères de ce prêt, n'est-ce pas, Preston? En cas de défaut de paiement ou de restructuration juridique importante, comme un divorce où les actifs sont contestés, Archimedes Ventures a le droit de convertir sa dette en participation majoritaire. Preston se figea. Je n'ai jamais été en défaut. Vous avez violé la clause de moralité du contrat de prêt lorsque vous avez emménagé avec votre maîtresse, dit Kingsman doucement, ce qui a déclenché la conversion hier. Preston sentit le sang quitter son visage. Qui dirige Archimedes Ventures? Kingsman se tourna vers Audrey. Audrey ne regarda pas Preston. Elle regarda la juge. Votre honneur, dit Kingsman. Archimedes Ventures est une filiale à 100% du Sinclair Vanderbilt Trust, et l'unique bénéficiaire de cette fiducie est la femme assise à côté de moi. Les genoux de Preston cédèrent. Il s'assit lourdement. Non, murmura-t-il. C'est une enseignante. Elle n'est personne. La voix de Kingsman trancha l'air comme une lame. Elle est enseignante parce qu'elle aime les enfants, Monsieur Sterling. Mais elle n'est pas personne. Vous pensiez avoir épousé une fille nommée Audrey Miller. Ce n'est pas le cas. Vous avez épousé Audrey Sinclair. Sa mère était une Sinclair. Son père était le PDG de Global Oil. Le silence dans la salle d'audience était assourdissant. Et Kingsman ajouta, portant le coup de grâce. Puisque vous avez insisté pour faire appliquer le contrat de mariage, le contrat qui stipule que tous les actifs acquis par la fiducie indépendante d'une partie restent sa propriété exclusive. Vous venez de plaider avec succès que votre femme possède votre entreprise et que vous ne possédez rien. Le coup de marteau ne sonna pas comme un jugement. Il sonna comme un coup de feu. Ordre. Ordre dans cette cour. La voix de la juge Holloway retentit, coupant les murmures qui avaient éclaté dans la galerie. Preston resta assis, figé, ses mains agrippant la table en acajou si fort que ses jointures devinrent blanches. Son cerveau avait des ratés, incapable de traiter les données. Sinclair, le nom rebondissait dans son crâne. Audrey Sinclair. Les Sinclair étaient la royauté américaine. C'était le genre de fortune qui n'apparaissait pas sur les listes de Forbes parce qu'ils possédaient les magazines. C'était le pétrole, l'acier et le transport maritime, et il lui avait fait partager l'addition lors de leur premier dîner. « Votre honneur, c'est absurde », balbutia Garrett Sterling, sa confiance antérieure dissoute dans une flaque de sueur. « C'est de la fraude. Elle s'est fait passer pour quelqu'un d'autre. Elle a signé des documents légaux sous une fausse identité. » Arthur Kingsman se leva, boutonnant sa veste de costume avec une expression sereine, presque ennuyée. « Incorrect. Elle a signé en tant qu'Audrey Sterling. Avant cela, elle était Audrey Miller, le nom de jeune fille de sa mère, qu'elle a légalement adopté à l'âge de 18 ans pour éviter les parasites. Comme votre client. » Kingsman tourna son regard vers Preston. « Il n'y a pas eu de fraude, juste une omission d'un pedigree que vous n'avez jamais pris la peine de demander. » La juge Holloway baissa les yeux sur les documents. « Monsieur Sterling, vous avez demandé l'application stricte du contrat prénuptial. Vous avez soutenu que les actifs dans des fiducies indépendantes restent séparés. Sur la base des preuves fournies par Monsieur Kingsman, la société holding Archimedes Ventures,
qui détient la dette et la participation majoritaire de votre entreprise, est un actif de la fiducie de Madame Sterling. Par conséquent, en vertu du document même que vous avez rédigé, Sterling Dynamics est effectivement à elle. La juge signa l'ordonnance. Jugement sommaire accordé. La division des actifs est conclue conformément au contrat prénuptial. La séance est levée. Preston bondit sur ses pieds. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai construit cette entreprise. Je suis le PDG. Audrey se leva. Elle ne regarda pas la juge. Elle ne regarda pas son avocat. Elle se tourna lentement, délibérément, pour faire face à Preston. De près, sans le camouflage de son personnage d'institutrice timide, Preston vit la ressemblance. Les pommettes hautes, les yeux bleus glaciers. Elle ressemblait exactement à son grand-père, le baron du pétrole, Silas Sinclair. Vous étiez le PDG, Preston, dit doucement Audrey. Sa voix n'était pas en colère. Elle était indifférente, ce qui faisait plus mal. Le conseil d'administration se réunit dans 20 minutes. Je vérifierai mes emails si j'étais vous. Vous avez été révoqué. Audrey, attends. Preston se précipita, attrapant son bras. L'arrogance avait disparu, remplacée par une panique désespérée et griffante. Bébé, écoute, on peut arranger ça. Je ne savais pas. Si j'avais su. Si tu avais su que je valais 3 milliards de dollars, tu m'aurais mieux traité. Audrey termina pour lui, haussant un sourcil. C'est ça le problème, Preston. Tu ne m'aimais pas. Tu aimais l'idée de posséder quelqu'un de petit. Et maintenant que tu sais que je suis grande, tu ne m'aimes pas. Tu veux juste me survivre. Elle retira son bras. Au revoir, Preston. Elle sortit de la salle d'audience, flanquée de Kingsman et de 3 grands gardes du corps qui semblaient manger des rations militaires spécialisées au petit déjeuner. Preston resta seul dans la salle d'audience avec Garrett. « Règle ça », siffla Preston à son avocat. Garrett commença à ranger sa mallette à une vitesse frénétique. « Le régler, Preston ? Tu viens de donner les clés du château à l'ennemi parce que tu étais trop radin pour payer une pension alimentaire. Il n'y a rien à régler. Elle possède la dette. Elle possède les capitaux. Elle te possède. Je vais te virer. Tu ne peux pas, dit Garrett, fermant sa mallette d'un coup sec. Mes honoraires proviennent du compte de l'entreprise. Et depuis 5 minutes, tu n'as plus accès au compte de l'entreprise. Je démissionne de mon poste de conseil. Bonne chance. Garrett sortit, laissant Preston vraiment seul. Mais Preston Sterling était un battant, ou du moins c'est ce qu'il se disait. Il n'allait pas laisser un bout de papier et un coup monté lui prendre sa vie. Il sortit son téléphone. Il devait se rendre au bureau. S'il pouvait entrer dans la salle des serveurs, il pourrait supprimer les fichiers compromettants, transférer l'argent offshore, brûler l'endroit s'il le fallait. Il sortit en courant du palais de justice, où son chauffeur, Carl, attendait dans la Maybach noire. Preston ouvrit brusquement la portière arrière. Au bureau. Maintenant, conduit comme un fou. Carl ne bougea pas. Il regardait son téléphone. Il tourna lentement la tête. « Désolé, Monsieur Sterling. Je viens de recevoir un texto de la répartition. Le véhicule a été signalé pour saisie. »« Saisie ? Je possède cette fichue voiture. »« En fait, monsieur, » dit Carl, lui montrant l'écran. « La voiture est louée par l'intermédiaire de Sterling Logistics Fleet Services. Le bail a été résilié avec effet immédiat par la nouvelle direction. Sors, gronda Preston, attrapant le chauffeur par l'épaule. Je vais la conduire moi-même. Je ne peux pas vous laisser faire ça, monsieur, dit Carl, sa voix se durcissant. Le moteur a été désactivé à distance. Preston regarda le tableau de bord. Les écrans étaient noirs. La voiture était une brique de 2 tonnes. Il hurla, un son primal et guttural de rage, et donna un coup de pied dans le pneu. Il se retourna, à bout de souffle, la sueur lui piquant les yeux. Il devait se rendre au bureau. Il héla un taxi, une chose jaune et sale qui sentait la cigarette froide. C'était la première fois en 10 ans qu'il n'était pas dans une voiture privée. Le trajet jusqu'à la tour Sterling Dynamics a duré 20 minutes. 20 minutes pendant lesquelles Preston a vérifié ses applications bancaires. Chase personnel. Accès refusé. Compte gelé. Amex Platinum. Carte annulée. Holdings des Caïmans. Erreur système. Contacter l'administrateur. Il l'étouffait. Le taxi s'arrêta devant le gratte-ciel de verre et d'acier qui portait son nom. Sterling était écrit en lettres chromées de 3 mètres au-dessus de l'entrée. Il jeta un billet de $100 froissé qu'il trouva dans sa poche au chauffeur et sprinta vers les portes tournantes. Il devait se rendre au 40e étage. Il devait déchiqueter les documents concernant le déversement illégal dans le Pacifique. Si Audrey les trouvait, il n'était pas seulement ruiné. Il allait en prison.
Il entra dans le hall en courant, se dirigeant directement vers les ascenseurs de la direction. « Monsieur Sterling, arrêtez-vous !» C'était Frank, le chef de la sécurité du bâtiment. Frank était un ancien linebacker que Preston avait engagé personnellement. Il parlait de football tous les lundis. Preston ressentit une vague de soulagement. « Frank, Dieu merci, j'ai besoin de la clé de dérogation de l'ascenseur. Le système a un problème. » Frank se plaça devant la rangée d'ascenseurs. Il ne souriait pas. Deux autres gardes, des hommes que Preston ne reconnaissait pas, se tenaient derrière lui. « Je ne peux pas vous laisser monter, Preston. » Frank a dit, il n'a pas dit Monsieur Sterling. Il a dit « Preston. » Excusez-moi. Preston se redressa de toute sa hauteur. « Je suis le PDG de cette entreprise. Dégagez de mon chemin ou vous êtes viré. »« Vous avez été viré il y a 10 minutes, Preston, » dit Frank, son visage impassible. « Nous avons reçu la note de la nouvelle présidente du conseil d'administration, Mademoiselle Sinclair. Votre autorisation est révoquée. Vos données biométriques ont été effacées. »« C'est mon immeuble !» cria Preston, faisant se retourner les réceptionnistes et les visiteurs dans le hall. « Je l'ai construit. Vous me rendez des comptes. Plus maintenant, » dit Frank. Il fouilla dans sa poche et en sortit une boîte en carton, une boîte d'archives marron standard. Mademoiselle Sinclair avait prévu que vous pourriez essayer de revenir. Elle a fait emballer vos effets personnels. Tout est là, la photo de vous et du sénateur, votre balle anti-stress, votre eau de Cologne. Frank poussa la boîte dans la poitrine de Preston. Vous devez quitter les lieux immédiatement ou je suis autorisé à utiliser la force pour expulser un intrus. Preston fixa Frank. Il regarda la jeune réceptionniste, une fille qu'il avait réprimandée la veille pour lui avoir apporté la mauvaise eau. Elle cachait un sourire narquois derrière sa main. « Tu fais une erreur, Frank, » murmura Preston, la voix tremblante. « Quand je reviendrai au sommet, et je le ferai, je te détruirai. »« Rentre chez toi, Preston, » dit tristement Frank. Preston se retourna, serrant la boîte en carton comme un bouclier. Il retraversa le hall. Le cliquetis de ses mocassins italiens coûteux sur le sol en marbre semblait solitaire. Il poussa les portes tournantes et sortit sur le trottoir. Il a commencé à pleuvoir. Preston est resté sous la pluie pendant 5 minutes, avant de se souvenir de Jessica. Jessica, bien sûr. Une vague de soulagement le submergea, si puissante qu'elle faillit le renverser. Jessica n'était pas seulement sa maîtresse. Elle était sa fiancée, sa complice. C'était elle qui savait où se trouvait le vrai argent. Il y a quelques mois, lorsque Preston a commencé à sentir que le marché devenait volatile, il avait détourné environ 4 millions de dollars en espèces et en obligations aux porteurs. Il les avait donnés à Jessica pour les mettre dans un coffre-fort à son nom dans un coffre privé en Suisse. C'était son fonds pour les jours difficiles. 4 millions, ce n'était pas 1 milliard, mais c'était assez pour recommencer. C'était assez pour fuir au Brésil, acheter une villa et vivre comme un roi. Il héla un autre taxi. Il n'avait plus assez d'argent pour un long trajet, alors il demanda au chauffeur de le déposer à 2 rues de l'appartement de luxe qu'il avait acheté pour Jessica dans le quartier de la Gold Coast. Il courut le reste du chemin, la boîte en carton se dissolvant sous la pluie, son costume trempé. Il atteignit l'immeuble Laster et composa le code de la grille. Erreur. Il essaya de nouveau. Erreur. Bon sang. Il frappa du poing le clavier. Audrey devait avoir contacté la direction de l'immeuble. Elle était minutieuse. Il devait lui reconnaître ça. Il attendit qu'un locataire sorte avec un chien et se glissa par la grille qui se refermait. Il prit l'ascenseur jusqu'au 22e étage, son cœur battant contre ses côtes. Il avait besoin de cette clé du coffre suisse. Il avait besoin que Jessica fasse ses valises. Il partait ce soir. Il atteignit la porte 22B et frappa dessus. « Jessica, ouvre. C'est moi. Silence. Jess, c'est une urgence. Audrey, elle est folle. Elle a pris l'entreprise. Nous devons partir. Ouvre cette fichue porte. » La serrure cliqua. La porte s'ouvrit. Mais ce n'était pas Jessica qui se tenait là. C'était un déménageur, un type costaud en combinaison bleue qui scotche une caisse. Derrière lui, l'appartement ressemblait à une zone de guerre de papier bulle et de boîtes. « Qui êtes-vous » demanda Preston, bousculant l'homme. « Où est-elle »« Hé, mon pote, fais attention » grogna le déménageur. « La dame est dans la chambre. » Preston entra en trombe dans la chambre principale. Jessica était là. Elle se tenait près du dressing, jetant des robes de créateur dans une malle Louis Vuitton. Elle leva les yeux quand Preston entra. Elle n'avait pas l'air heureuse de le voir. Elle avait l'air agacée. «
Jessica, souffla Preston, se précipitant vers elle. Dieu merci, nous devons partir maintenant. Audrey, c'est une Sinclair. Elle possède tout. Ils ont gelé mes comptes. Nous avons besoin de la clé du coffre de Zurich. Où est-elle? Jessica s'arrêta, tenant une paire de chaussures Jimmy. Elle regarda Preston, trempé, tenant une boîte détrempée de jouets de bureau, les cheveux plaqués sur son front. Elle regarda le désespoir dans ses yeux. Elle laissa tomber les chaussures dans la malle et soupira. Il n'y a pas de clé, Preston. Preston se figea. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'ai vu la mettre dans ton sac à main. Je veux dire, dit Jessica, sa voix dépourvue de la douceur sucrée qu'elle utilisait habituellement avec lui, que je suis déjà allé à Zurich la semaine dernière. Preston cligna des yeux. Tu es allé à Zurich. J'avais un pressentiment, dit Jessica en haussant les épaules. Tu devenais négligent, et j'ai fait quelques recherches sur ta femme. Je ne savais pas qu'elle était une Sinclair, mais je savais qu'elle n'était pas pauvre. Les gens qui sont vraiment pauvres ne portent pas de montre Patek Philippe vintage qui ressemble à des héritages usés. Je l'ai vue en porter une au gala l'année dernière. Je savais qu'elle jouait un jeu à long terme. Elle ferma la valise. Alors, j'ai pris la liberté de sécuriser mon avenir. Ton avenir? Preston s'approcha, les mains tremblantes. C'est mon argent, Jessica. C'est 4 millions de dollars de mon argent. Techniquement, sourit narquoisement Jessica. C'était des obligations au porteur et de l'argent dans une boîte à mon nom. La possession vaut 9/10 de la loi. N'est-ce pas ce que tu dis toujours? Preston se jeta sur elle. Il l'attrapa par les poignets. Donne-le-moi, petite ingrate. Je ne ferai pas ça. Une voix grave gronda depuis l'embrasure de la porte. Preston se retourna. Debout dans l'embrasure de la chambre se trouvait un homme que Preston reconnut. C'était Marcus Thorne, un magnat du transport maritime rival. Un homme que Preston avait surclassé et humilié il y a 2 ans. Marcus était appuyé contre le cadre de la porte, tenant un verre de scotch. Le scotch de Preston. « Bonjour, Preston. » Marcus sourit. « Dure journée. » Preston regarda Marcus, puis Jessica. « Tu es avec lui? » Jessica se libéra les poignets et lissa son chemisier. Elle se dirigea vers Marcus et l'embrassa sur la joue. Marcus a été d'un grand soutien. Il m'a offert un poste dans son entreprise et un appartement beaucoup plus agréable. Espèce de traîtresse. « Les affaires sont les affaires, Preston, » dit Marcus, prenant une gorgée de scotch. « Tu nous as tous appris ça. Tu m'as volé ma meilleure route en 2021. Je t'ai volé ta copine et ton pécule en 2025. Ça me semble juste. » Marcus fouilla dans sa poche et sortit un téléphone. « Au fait, je crois que la police est en route. Quelque chose à propos d'un intrus. Jessica les a appelés quand elle t'a vu sur la caméra de sécurité. » Preston recula en trébuchant. Les murs se refermaient sur lui. Il n'avait pas d'argent, pas d'entreprise, pas de voiture, pas de maîtresse. Et maintenant, la police arrivait. « Jessica » plaida Preston, sa voix se brisant. « S'il te plaît, je n'ai rien. » Jessica le regarda une dernière fois. Ses yeux étaient froids, reflétant la même indifférence de requin que Preston avait affichée pendant des années. « Tu aurais dû signer la première offre de règlement qu'elle t'a faite, Preston, » dit Jessica. « Tu aurais vraiment dû. » Des sirènes retentirent au loin, de plus en plus fortes. Preston se retourna et courut. Il sortit en trombe de l'appartement, dépassant les déménageurs confus, et descendit par l'escalier de service. Il ne pouvait pas prendre l'ascenseur. La police montrait par là. Il descendit 22 étages d'escalier, ses chaussures coûteuses glissant sur le béton. Il déboucha dans la ruelle derrière l'immeuble, haletant, les poumons en feu. Il s'effondra contre une benne à ordures, glissant jusqu'à s'asseoir dans une flaque d'eau de pluie sale. Il resta assis là longtemps, frissonnant. Le roi de Chicago, l'homme qui déplaçait des montagnes, assis dans les ordures. Son téléphone vibra. C'était la seule chose qui lui restait. Il regarda l'écran. C'était un message texte d'un numéro inconnu. Il l'ouvrit. C'était une photo de lui, prise il y a quelques secondes, assis près de la benne à ordures. Preston leva les yeux frénétiquement, scrutant les toits et les fenêtres. Un deuxième texto arriva. « Ce n'est pas si drôle quand c'est toi qu'on surveille, n'est-ce pas? » Ah. Preston fixa l'écran. Audrey, elle le surveillait. Elle ne se contentait pas de le vaincre, elle le chassait. Il répondit, ses pouces tremblants. « Qu'est-ce que tu veux ?» Les 3 points apparurent instantanément. « Je veux que tu comprennes. Retrouve-moi à l'endroit où tu as cru m'acheter. 20 heures. Ne sois pas en retard. L'endroit où il pensait l'avoir acheté.
Le café. Celui où ils s'étaient rencontrés. Celui où il l'avait ébloui avec sa richesse et s'était convaincu qu'elle était une simplette qu'il pouvait posséder. Preston regarda l'heure. Il était 18h45. Il se leva, essuyant la crasse de son costume. Il avait 1h15. Il ne savait pas ce qu'elle voulait. Peut-être voulait-elle jubiler. Peut-être voulait-elle lui offrir une bouée de sauvetage, un travail, une petite allocation, de la pitié. Malgré tout, l'ego de Preston s'enflamma. Une petite étincelle dans l'obscurité. « Elle veut me voir, pensa-t-il. Elle est toujours obsédée par moi. L'amour et la haine sont les deux faces d'une même pièce. Si je peux juste lui parler, la charmer, lui rappeler les bons moments, je peux renverser la situation. » Il lissa ses cheveux. Il était Preston Sterling. Il pouvait vendre de la glace à un Esquimau. Il pouvait vendre la rédemption à la femme qu'il avait méprisée. Il commença à marcher vers le centre-ville, la pluie lavant la saleté de son visage, mais incapable de laver l'illusion de son esprit. Il n'avait aucune idée que la rencontre au café n'était pas une négociation. C'était une exécution. Le café s'appelait le Daily Roast. C'était un petit établissement aux murs de briques, niché dans une rue latérale, sentant les grains torréfiés et le vieux papier. Il y a 5 ans, Preston était entré ici, portant un costume à $4000, avait commandé un café noir et charmé la brune silencieuse dans le coin. Ce soir, il entra trempé, son costume ruiné, ses cheveux emmêlés contre son front, sentant le jus de benne à ordures et le désespoir. Le barista, un jeune homme avec un anneau dans le nez et un bonnet, leva les yeux de la machine à expresso. Son nez se plissa légèrement. « Les toilettes sont pour les clients payants, mec. » Preston tressaillit. La supposition qu'il était sans abri le piqua plus que le froid. « Je rencontre quelqu'un, » croissa-t-il, la voix rauque. « Preston ?» La voix venait du coin du fond, le même coin où ils s'étaient rencontrés. Audrey était assise là. Elle ne portait plus le tailleur blanc puissant du tribunal. Elle portait un jean et un pull en cachemire doux. Elle avait l'air normal. Elle ressemblait à l'Audrey qu'il avait épousée, celle dont il s'était lassé, mais il y avait maintenant un calme autour d'elle, une immobilité terrifiante. Sur la table devant elle se trouvaient 2 tasses de café. Preston s'approcha, les jambes lourdes. Il tira la chaise et s'assit. Il essaya d'esquisser un sourire, mais son visage semblait être du plâtre fissuré. « Tu as une mine affreuse, » dit Audrey, prenant une gorgée de son latte. « Ça a été une dure journée, » réussit à dire Preston. Il attrapa la tasse de café devant lui, ses mains tremblantes. La chaleur de la tasse en céramique faillit le faire pleurer. « Audrey, écoute, je sais que tu es en colère. Tu as toutes les raisons de l'être. J'étais distrait. Je nous ai perdus de vue. » Audrey le regarda par-dessus le bord de sa tasse. Elle ne cilla pas. Mais ça, Preston fit un geste vague vers ses vêtements mouillés, la fenêtre, la ville dehors. Prendre l'entreprise, geler les comptes, c'est trop, bébé. Tu as fait passer ton message. J'ai appris ma leçon. Il se pencha, baissant la voix à ce timbre bas et persuasif qui avait conclu des contrats de plusieurs millions de dollars. Arrêtons ça. Donne-moi accès au compte. Je virerai Jessica. Je me rattraperai. Nous pouvons être un couple puissant. Avec les relations de ta famille et mon sens des affaires, nous pourrions régner sur cette ville. Audrey posa sa tasse. Le son était doux, mais final. Ton sens des affaires, répéta-t-elle en goûtant les mots. Oui, Preston hocha la tête avec empressement. J'ai construit Sterling Dynamics à partir de rien. Tu le sais. J'ai pris une petite entreprise de logistique et je l'ai transformée en un empire. Je sais comment la diriger. Toi non. Tu es une enseignante, Audrey. Tu ne connais rien aux chaînes d'approvisionnement, aux syndicats ou aux marges. Tu as besoin de moi. Audrey soupira. Elle fouilla dans son sac et en sortit un dossier. Ce n'était pas un document juridique cette fois. C'était un registre financier. « Ouvre-le » dit-elle. Preston ouvrit le dossier. Ses yeux parcoururent les colonnes de chiffres, de dates, de montants, de virements bancaires. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ça, » dit Audrey. « C'est l'historique de toutes les crises majeures que Sterling Dynamics a traversées au cours des 5 dernières années. » Elle montra la première entrée. 2019, la grève des camionneurs. Tu te souviens de ça? Tu m'as dit que tu l'avais réglé en négociant un accord brillant avec le chef du syndicat. C'est ce que j'ai fait, dit Preston sur la défensive. Non, Preston. Tu as crié sur le représentant syndical et menacé de virer tout le monde. La grève allait te mettre en faillite en 1 semaine.
Le registre montre un don anonyme de 2 millions de dollars au fonds de pension du syndicat qui a arrangé les choses. Ça venait de ma fiducie. Elle montra le suivant. 2021, l'effondrement de la chaîne d'approvisionnement asiatique. Tu as dit que tu avais trouvé une faille dans les voies de navigation. Ce n'est pas le cas. Tu étais insolvable. Orion Holdings a racheté ta mauvaise dette et t'a recapitalisé. Orion Holdings, c'est moi. Elle tourna la page. Chaque fois que tu as échoué, Preston, j'étais là. Chaque fois que tu pensais être un génie, c'était moi qui signais discrètement un chèque en coulisses parce que je t'aimais. Et je voulais que tu sois fier de toi. Je voulais que tu sois l'homme que tu pensais être. Preston fixa les papiers. Les chiffres se brouillèrent. Toute son identité, le brillant PDG, le requin, le magnat autodidacte, se dissolvait sous ses yeux. Il n'avait rien gagné. Il avait été un enfant jouant avec des jouets que sa femme lui avait achetés. « Pourquoi » murmura-t-il. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?»« Parce que je ne voulais pas t'émasculer, » dit Audrey, sa voix teintée de tristesse. « Je pensais que si je te soutenais, tu finirais par endosser le rôle. Mais tu n'as pas grandi. Tu es juste devenu arrogant. Tu as commencé à croire à ton propre mythe. Et puis, tu as commencé à me traiter comme un accessoire d'un succès que j'avais payé. » Elle ferma le dossier. « Je n'ai pas pris ton entreprise, Preston. J'ai juste arrêté de prétendre qu'elle était à toi. » Preston s'affaissa sur sa chaise. Il se sentait vidé. « Et maintenant? Tu m'as appelé ici pour me dire que je suis un imposteur. »« Non, » dit Audrey. « Je t'ai appelé ici pour t'offrir un travail. » La tête de Preston se redressa. L'espoir, pathétique et résilient, s'enflamma de nouveau. « Un travail? Tu veux dire comme consultant? PDG émérite ?» Audrey secoua la tête. Elle sortit une seule feuille de papier de son sac et la fit glisser sur la table. C'était un contrat de travail. Poste, employé d'entrepôt, niveau 1. Lieu, Center de Distribution Sterling Dynamics B, Gary, Indiana. Salaire, $6,50 de l'heure. Preston fixa le papier. « C'est une blague? » « Non. » Audrey dit, « Tu as dit que tu savais comment gérer l'entreprise. Je pense qu'il est temps que tu apprennes vraiment comment ça marche. Tu chargeras des camions. Tu pointeras à 4 heures du matin. Tu pisseras dans une bouteille parce que les pauses toilettes sont trop courtes. Une politique que tu as mise en place, d'ailleurs. Je ne le ferai pas, » cracha Preston, repoussant le papier. « Je suis Preston Sterling. Je ne charge pas de camion. »« Alors tu crèveras de faim, » dit simplement Audrey. Elle se leva. « Ce sont tes options. Tu n'as pas d'argent, pas de crédit. Et grâce au communiqué de presse que je viens d'envoyer exposant ta comptabilité créative, personne dans cette ville ne t'engagera pour promener son chien. Prends le travail, Preston. Apprends ce que ça fait d'être le petit. » Elle posa un billet de $10 sur la table pour le café. « L'offre expire à minuit. Si tu la veux, présente-toi à l'entrepôt demain. Demande le contremaître, Monsieur Henderson. Il a hâte de te rencontrer. » Elle se dirigea vers la porte. « Audrey !» cria Preston, faisant sursauter le barista. « Tu ne peux pas me laisser comme ça. Je suis ton mari. » Audrey s'arrêta à la porte. Elle se retourna, sa silhouette se découpant sur les lumières de la rue. « Non, Preston, » dit-elle. « Mon mari est mort il y a longtemps. Tu n'es qu'un mauvais investissement, que j'ai finalement amorti. » La cloche au-dessus de la porte tinta. Elle était partie. « On ferme, mon pote. Dégage. » Le barista ne leva même pas les yeux en verrouillant la porte derrière Preston. La cloche tinta, un son joyeux qui ressembla à une gifle. Preston Sterling se tenait sur le trottoir mouillé, frissonnant alors que le vent du lac Michigan transperçait son costume trempé. À l'intérieur du café, les lumières de sécurité brillaient chaleureusement. Dehors, Chicago était un monstre froid et indifférent. Preston fouilla dans sa poche, ses doigts effleurant le poids mort de son téléphone. Pas de batterie, pas d'Uber, pas de portefeuille numérique. Il était un fantôme dans la ville qu'il possédait autrefois. Poussé par une douloureuse mémoire musculaire, il commença à marcher vers le quartier financier. Ses mocassins italiens, conçus pour les salles de conseil, glissaient sur le pavé luisant. En 10 pâtés de maison, ses talons étaient couverts d'ampoules et saignaient. Il s'arrêta de l'autre côté de la rue, en face de la tour Sterling Dynamics. Elle s'élevait dans le ciel nocturne, un monolithe d'acier et d'arrogance. Il leva les yeux vers le 40e étage. Les lumières étaient flamboyantes. Audrey était là-haut. Elle était probablement en train de réécrire les statuts de la société, peut-être en riant avec Arthur Kingsman, de l'homme qui se prenait pour un roi. Une berline noire sortit du garage.
Preston recula instinctivement dans l'ombre, pressant sa colonne vertébrale contre le mur de briques rugueux. Il retint son souffle, terrifié qu'un ancien employé puisse le repérer. La honte était plus lourde que le froid. Il ne pleurait pas l'argent. Il pleurait l'image. Sans le costume, sans la tour, il ne savait pas qui il était. Il continua à avancer, dérivant vers la rivière, dans les niveaux inférieurs de Waka Drive, où les touristes n'allaient jamais. L'air ici était épais, d'une odeur de fumée de bois, de gaz d'échappement et d'urine rance. Hey, joli vêtement. Preston se figea. 3 silhouettes émergèrent de derrière un pilier de béton. Elles avaient l'air affamées. Le chef, un homme décharné avec une cicatrice en zigzag, ouvrit un couteau à cran d'arrêt. « Je n'ai pas d'argent », balbutia Preston en reculant. « Je n'ai pas demandé d'argent », ricana l'homme. « J'ai demandé le costume et les chaussures. Déshabille-toi. » Preston ne se battit pas. Il regarda le couteau, puis la rivière sombre et tourbillonnante à proximité. Il enleva la veste, la cravate, la chemise. Il se tenait là, frissonnant dans ses caleçons, l'humiliation brûlant plus fort que le feu dans le baril voisin. Les hommes lui jetèrent un paquet de vêtements jetés en échange, un pantalon de survêtement taché de graisse, 3 tailles trop grandes, une chemise en flanelle déchirée et des baskets en toile avec des trous aux orteils. Juste échange, le riche, rit l'homme. Preston courut. Il grimpa le talus, glissant dans les chaussures trop grandes jusqu'à ce que ses poumons le brûlent. Il s'effondra sur un banc de Pâques près de la promenade de la rivière, haletant. Il portait des haillons. Il gelait. Il n'était personne. Il se recroquevilla en boule, essayant de conserver la chaleur de son corps. Vers 3 ou 4 heures du matin, le grincement de roues le réveilla. « Doucement, mon fils !» Une voix rauque et graveleuse. Un vieil homme se tenait au-dessus de lui. Il poussait un caddie rempli de canettes. Il portait un manteau rapiécé avec du ruban adhésif. Il plongea la main dans le caddie et lança un objet emballé dans du papier d'aluminium à Preston. « Mange, tu as l'air de t'éteindre. » C'était la moitié d'un sandwich à la dinde, rassis, sec, avec du fromage qui suait. Preston le mangea en 3 bouchées, ravalant ses larmes. « Qui êtes-vous » demanda Preston. « J'étais Doc, » dit le vieil homme, fixant l'horizon avec des yeux voilés par la cataracte. « Chirurgien thoracique. Avant que la boisson ne prenne mes mains et que les avocats ne prennent la maison. » Preston le fixa. Un chirurgien, un homme au statut quasi divin, réduit à pousser un caddie. « Comment survivez-vous » murmura Preston. « Tu arrêtes de regarder en l'air, » dit Doc, faisant un geste vers les gratte-ciel. « Regarder en l'air ne fait que te briser le cou. Tu regardes devant toi. Tu trouves une tâche. Tu te rends utile. Le béton se fiche de qui tu étais, gamin. » Doc poussa son caddie et s'éloigna dans la brume. « Bonne chance. » Preston resta assis dans le silence, se rendre utile. Il fouilla dans la poche du pantalon de survêtement sale. Ses doigts effleurèrent un morceau de papier. Les agresseurs ne l'avaient pas pris. Ils pensaient que c'était un déchet. Il le sortit. Employé d'entrepôt. 16,50 $ de l'heure. Il regarda la rivière. Ce serait si facile de s'y glisser, de mettre fin à l'humiliation. Mais il se souvint du visage d'Audrey dans le café. Elle ne l'avait pas regardé avec haine. Elle l'avait regardé avec pitié. Elle s'attendait à ce qu'il meure. Elle s'attendait à ce qu'il soit trop faible pour survivre. Une étincelle s'alluma dans sa poitrine, une flamme froide et dure de dépit. Il vérifia l'heure sur une horloge lointaine. 3h45 du matin. Le service commençait à 4h du matin. L'entrepôt était à 5 kilomètres. Preston se leva. Il serra le cordon du pantalon de survêtement. Il noua les lacets des chaussures en toile jusqu'à ce qu'elles lui serrent les pieds. Il commença à marcher. Puis, trouvant un rythme dans la douleur, il se mit à courir. L'entrepôt était une immense caverne de béton et d'acier ondulé, vibrant du rugissement des moteurs diesel et du crissement des tapis roulants. Ça sentait les gaz d'échappement, la poussière de carton et la sueur aigre d'une centaine d'hommes. À 3h59 du matin, Preston fit irruption par la porte du personnel. Il haletait, portant le pantalon de survêtement taché de graisse et la chemise en flanelle surdimensionnée que les sans-abri lui avaient jetée. Il ressemblait à un drogué en pleine descente. Un grand homme avec une coupe en brosse et un presse-papier lui barra le chemin. C'était Henderson, le contremaître. Il regarda Preston, avec un dégoût non dissimulé. « C'est l'agence d'intérim qui t'envoie » aboya Henderson. « Tu ressembles à une ordure. »« Tu es défoncé » ?»« Non. »
Preston siffla, redressant sa colonne vertébrale. J'ai faim et je suis prêt à travailler. Henderson renifla. Ligne 4. Tu empiles des palettes. Si tu en fais tomber une, on te le retire de ta paye. Si tu ralentis la ligne, tu es viré. La première heure fut une descente aux enfers. Les boîtes pesaient 50 livres chacune. Elles descendaient sur le tapis roulant avec une indifférence mécanique implacable. Les mains douces et manucurées de Preston, des mains qui n'avaient jamais soulevé que des stylos-plumes et des verres en cristal, se couvrirent d'ampoules en 20 minutes. À la deuxième heure, les ampoules éclatèrent, laissant une peau à vif et sanglante. À la troisième heure, il vomit dans une poubelle, pendant que les autres travailleurs riaient. « Regardez le nouveau !» cria l'un d'eux. « Il ne tiendra pas jusqu'au déjeuner. » Mais Preston n'a pas abandonné. Il s'essuya la bouche avec sa manche sale et retourna à la ligne. Il pensa à Jessica volant son argent. Il pensa à la pitié dans les yeux d'Audrey. « Je ne serai pas une blague », se répétait-il en soulevant une autre boîte. « Je ne serai pas une blague. » Il a terminé son service. Quand le sifflet a retenti, il s'est effondré sur une pile de palettes. Henderson est passé et a jeté une fiche de paye sur sa poitrine. « Tu n'es pas mort », grogna-t-il. « Reviens demain ou ne reviens pas. » Preston est revenu. Il est revenu tous les jours pendant 6 mois. La transformation fut brutale et absolue. La grace molle du Scotch Share fondit de son corps, remplacée par des muscles secs et noueux. Les mains ensanglantées se durcirent en un cuir solide. Il cessa de dormir sur les bancs et loua une chambre dans une pension qui sentait le chou bouilli. Elle était de la taille de son ancien dressing, mais il la payait avec sa propre sueur. Mais le vrai changement s'est produit au bout de 3 mois. Pendant le déjeuner, Preston était assis sur une caisse renversée, écoutant un ouvrier nommé Diego se plaindre du chemin de prélèvement, l'itinéraire qu'il parcourait pour prendre les articles. « Ça n'a aucun sens, » dit Diego. « On passe devant les trucs lourds pour prendre les trucs légers, puis on revient sur nos pas. Ça ajoute 3 kilomètres la journée. » Preston attrapa un morceau de carton et un marqueur. Il dessina un diagramme. L'algorithme priorise la densité de l'inventaire, pas le mouvement humain, dit-il doucement. Diego, si tu prépares les palettes de la zone A, près du quai à 4 heures du matin avant l'arrivée des camions, tu réduis le temps de déplacement de 18%. Ils ont essayé. L'équipe a terminé 1 heure plus tôt. Henderson était méfiant, puis stupéfait. Les chiffres d'efficacité de l'équipe B ont grimpé en flèche. 6 mois plus tard, Preston fut promu chef d'équipe. Il portait un uniforme propre avec son nom brodé sur la poche. Preston. Juste Preston. Il avait abandonné le Sterling. Puis vint l'inspection. Une flotte de VUS noirs s'arrêta au quai de chargement. Les propriétaires visitaient l'installation. Preston était sur un chariot élévateur, déplaçant une caisse de pièces de moteur quand il vit l'entourage. Des costumes, des presse-papiers, et au centre, Audrey. Elle était radieuse, pointant les étagères avec autorité. Elle se tourna et vit l'homme sur le chariot élévateur. Elle s'arrêta, retirant lentement ses lunettes de soleil. Preston coupa le moteur. Il descendit. Il ne se cacha pas. Il s'essuya les mains tachées de graisse sur un chiffon et croisa son regard. « Bonjour, Preston, » dit-elle. Le silence sur le quai était lourd. « Mademoiselle Sinclair. » Il hocha la tête. « Henderson me dit que l'équipe B est l'unité la plus efficace de l'entreprise, » dit-elle en s'approchant. Il dit que le nouveau chef d'équipe a repensé le flux logistique. Du bon sens, haussa les épaules Preston. L'algorithme ne tenait pas compte de la fatigue. Audrey scruta son visage. Elle vit les rides, le bronzage, les yeux clairs. « J'ai entendu dire que tu étais resté. J'ai attendu que tu poursuives en justice, que tu voles ou que tu supplies. J'y ai pensé, admit Preston. Mais j'ai rencontré un médecin sous un pont qui m'a dit d'arrêter de regarder en l'air et de commencer à être utile. » Audrey sourit, sortant quelque chose de son élégant portefeuille. « J'ai besoin d'un vice-président de la logistique, Preston. Le salaire est de 400 000. Tu aurais un chauffeur. Tu retrouverais ta vie. » Elle lui tendit un contrat. C'était la porte de sortie. La rédemption. Preston regarda le contrat. Puis il regarda Diego, qui le regardait avec respect. Il regarda l'entrepôt, une machine dont il était maintenant un élément vital. « Non, » dit Preston. Audrey cligna des yeux. « Non, je n'aime pas qui je suis dans la tour, » dit Preston. « J'aime qui je suis ici. Je dors mieux. Et en plus, j'ai un rendez-vous ce soir avec Sarah, la caissière du restaurant. On va au bowling. »
Il sourit. Un sourire sincère et facile. Je suis heureux, Audrey. Garde ton argent. Audrey réalisa alors que la punition qu'elle avait conçue pour le briser l'avait en fait sauvé. Elle rangea le contrat. J'en suis heureuse, Preston, dit-elle doucement. Oh, une dernière chose. Elle lui tendit une petite enveloppe. Le divorce est finalisé aujourd'hui, mais je voulais que tu aies ça. Preston l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un chèque de 16,50 $. Ta première heure, dit-elle, ses yeux pétillants. Tu l'as mérité. Preston rit. Un son fort et retentissant qui résonna sous les chevrons. Tandis qu'Audrey s'éloignait, il empocha le chèque, remonta dans le chariot élévateur et cria « Allez, la pause est finie, au travail !» Preston Sterling était mort. Preston, le chef d'équipe, avait du travail à faire. Wow! D'un tyran milliardaire à un chef d'équipe d'entrepôt, et plus heureux pour ça. Preston a appris qu'on ne peut pas acheter le caractère. Il faut le construire quand on n'a plus rien. Audrey n'a pas seulement pris son argent, elle lui a donné la prise de conscience qui lui a sauvé la vie. Audrey a-t-elle été trop dure, ou était-ce exactement ce dont Preston avait besoin? Et vous, auriez-vous refusé ce poste de vice-président? Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette histoire de rédemption. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne jamais manquer la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. 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 Mais maintenant, il y a des factions de gens qui disent « Non, on a compris. On n'aime pas ça. On a changé d'avis. Ça ne se passait pas bien pour nous. On n'aime plus la liberté d'expression. » Les gens qui veulent la liberté d'expression, ils ne la veulent que pour pouvoir dire des choses horribles, ce qui n'est tout simplement pas vrai. Et même si c'était le cas, ce qui est bien avec la liberté d'expression, c'est que les gens peuvent répondre avec des choses horribles. C'est un très bon système, non? Et on ne peut pas dire n'importe quoi sous les lois de la liberté d'expression. C'est une idée totalement fausse. Il y a des tas de réserves à la liberté d'expression, avec lesquelles je suis d'accord d'ailleurs. On ne peut pas inciter à la violence. Bonne règle. On ne peut pas calomnier les gens. Bonne règle. On ne peut pas diffamer les gens. Vous savez, fait fascinant sur la loi sur la diffamation. On ne peut pas diffamer les morts. Donc je pourrais être ici et dire que Gandhi se la prenait dans le cul si je voulais, ce que je fais. Je le fais. Mais la liberté d'expression est le droit humain le plus important qui soit. C'est le droit d'où découlent tous les autres droits. Sans liberté d'expression, on ne pourrait pas avoir de droits de l'homme, vous savez. Nous avons la liberté d'expression en théorie dans ce pays, pour encore un petit moment. Eh bien, nous pouvons critiquer le gouvernement. Nous pouvons critiquer la police. Mais nous devrions saluer un pays qui nous permet de le faire, parce que nous faisons l'envie de certains pays. In certains pays, if you critiquez la police, vous vous faites tabasser. Ou pire, si vous critiquez le gouvernement, vous pouvez être jeté en prison à vie, vous savez. Alors ils fuient leur oppression, à juste titre. Vous le feriez aussi. Ils fuient leur oppression, et ils viennent ici et ils disent « Nous voulons venir en Angleterre ». Nous disons pourquoi. Ils disent la liberté d'expression. Nous disons « Entrez. Bienvenue. Qu'allez-vous faire maintenant ?» Nous allons faire une manifestation. Qu'allez-vous dire? À quel point l'Angleterre est nulle? Santé. Merci. Merci. C'est leur droit. Faites un excellent spectacle. Et je suis parti. Et en partant, j'ai vu un des autres avocats se pencher et montrer à cet avocat principal son iPhone. Et l'avocat principal a fait « Oh oui. Oh désolé Ricky. Pouvez-vous revenir une minute? » Bien. Donc je suis là. J'ai dit « Oui. » Alors il avait le téléphone là. Ils avaient cherché le mot « chat ». Je pensais m'en être tiré. D'accord? Alors c'est maintenant comme si je me faisais gronder. Et l'avocat principal a dit « Maintenant, il est dit ici que le mot « chat » est un terme péjoratif pour les organes génitaux féminins. » J'ai dit « Eh bien oui. C'est un mot d'argot pour vagin en Angleterre. Vous ne l'utilisez même pas ici, n'est-ce pas? » Il a dit « Non. Nous ne l'utilisons pas. Mais nous parcourons le monde et avec la diligence requise. Maintenant que nous savons que c'est péjoratif, nous devrons biper ce mot en direct. » J'ai dit « Ne bipez pas le mot comme ça, parce que les gens à la maison ne sauront pas ce que j'ai dit. Ça va tout gâcher. » J'ai dit « C'est littéralement la chute. » Il a dit « Si c'est péjoratif, je dois le faire. » J'ai dit « Eh bien, quel mot pourrais-je utiliser que vous ne biperiez pas? » Et il a dit « Eh bien, vous pourriez dire vagin. » J'ai dit
Je ne vais pas dire vagin, d'accord? Rien de drôle là-dedans, c'est tellement clinique. Je pensais à Julie à la maison se disant « Pourquoi parle-t-il de mon vagin? D'accord ?» J'ai dit « Chatte, ce n'est pas comme ça. C'est comme, c'est ludique, ce n'est pas si spécifique, parce que vagin. Alors, où est ton vagin? Là, d'accord? Où est ta chatte? Là. C'est comme ça. » Puis un des jeunes avocats a dit « Et boîte? » J'ai dit « Je ne vais pas dire boîte, mon pote. D'accord. Alors imaginez, regardez dans votre propre boîte, d'accord? J'ai dit, chatte est parfait. J'ai dit, les gens ne sauront pas ce que, s'ils sont américains, ils ne sauront pas. J'ai dit, ce n'est pas offensant. C'est comme, j'ai dit, les enfants utilisent ce mot en Angleterre, d'accord? Ils ne voulaient rien savoir. Alors j'ai dit, effente, d'accord. Alors, ils ont cherché le mot fonte, d'accord? Et il a dit, eh bien, ce serait juste déroutant, parce qu'en Amérique, une flange est une partie d'un évier. J'ai dit, oh, ça, j'ai dit, s'il vous plaît, laissez-moi dire chatte et ne le bipez pas. Je me battais vraiment pour chatte, d'accord? C'était comme dans 12 hommes en colère. Je dis, personne ne partira tant que je ne pourrai pas dire chatte, d'accord? Et après environ 10 minutes, je les ai eus à l'usure. Quoi que je dise, ça ne marchait pas. Je disais, s'il vous plaît, j'ai dit, je n'aurai aucune plainte et tout ce genre de choses. Et finalement, l'avocat principal a dit, d'accord, vous pouvez dire chatte. J'ai dit, et vous ne le biperez pas. Il a dit, non, nous ne le biperez pas. J'ai dit, vous promettez? Il a dit, oui, et je suis parti. Je savais qu'il le ferait. Et ils l'ont fait. D'accord. Alors quand j'ai dit chat, j'ai pointé. Oh, pourquoi aimes-tu autant Londres, Rick? Parce qu'on t'applaudit pour ne pas t'être chié dessus. D'accord. Mais c'est la prochaine phase maintenant. La prochaine, je pense que ce sera dans les 10 prochaines années. Mais pour l'instant, mon anus ne m'a jamais laissé tomber. Très sous-estimé. L'humain, tout le monde dit « Oh, le cerveau humain, le plus grand ordinateur connu de l'homme. Oh, le foie humain peut se régénérer. Ton anus travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu n'aimes quand tu dors, il est comme ça. Tu ne sors pas, tu ne sors pas, tu ne sors pas, tu ne sors pas, et tu n'entres pas. Parce que c'est comme un égout là-dedans, n'est-ce pas? Mais tu as une jolie petite plaque d'égout. Pensez à ça dans la vraie vie. Marchez sur un trottoir. Joli trottoir. Si ça éclatait et vous savez ce qu'il y a dans un égout, n'est-ce pas? De la pisse et de la merde et des poissons rouges morts et des fœtus en Chine. Juste les filles. Détendez-vous. Je suis à cet âge maintenant aussi. Parce que je suis dans le divertissement. Les gens disent « Oh, tu vas te faire un lifting ?» Je dis non. Avez-vous vu les liftings? C'est toujours juste ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez chez le médecin et le médecin dit « Voulez-vous avoir l'air vieux ou chinois ?» Vous savez, ce n'est pas comme s'il y avait quelque chose de mal à avoir l'air chinois si vous êtes chinois. Si vous n'êtes pas chinois, c'est un peu bizarre. C'est offensant. Pourquoi est-ce autorisé? Vous n'avez pas le droit de faire un blackface. C'était considéré comme une bonne chose d'échanger des idées avec d'autres cultures, avec d'autres nations, de partager des choses avec d'autres races, de s'assimiler. C'était le contraire du racisme. Maintenant, c'est raciste. Gwen Stefani a eu des ennuis dans sa dernière vidéo parce qu'elle avait ses cheveux blonds en dreadlocks. Les gens disent « Non, les Noirs ont inventé les dreadlocks. Tu ne peux pas les avoir. Tu es blanche. » C'est raciste. Jamie Oliver a eu des ennuis quand il a publié une recette authentique de poulet jerk. Les gens disent « Non, les Noirs ont inventé ça. Tu ne peux pas l'avoir. Tu es blanc. C'est raciste. » Maintenant, les Noirs, ils utilisent le mot en haine, n'est-ce pas? Nous, on a inventé celui-là. C'est celui-là, n'est-ce pas? C'est celui-là. Écoutez, je sais que les Blancs sont les pires. Je le sais. C'est pourquoi plus personne n'aime un homme blanc d'âge moyen, jusqu'à ce que vous ayez besoin de faire réparer une chaudière. Alors faites venir le bulldozer maintenant. La théorie critique de la race. Avez-vous entendu parler de ça? Enseignez dans les écoles maintenant, en particulier dans les quartiers branchés comme Los Angeles. D'accord? Juste à des enfants de 5 ans et de 6 ans. Si vous ne l'avez pas entendu, en un mot, la théorie critique de la race dit que tous les Blancs sont racistes. Nous naissons racistes, et nous continuons à être racistes,
parce que nous bénéficions du privilège d'une société raciste mise en place par nos ancêtres. D'accord? Donc en gros, tous les Blancs sont racistes, et il n'y a rien que nous puissions y faire, ce qui est un soulagement.